Là, je vous présente une série de peintures qui, pour moi... De Cyril? Oui, de moi, de Cyril. Qui, pour moi, représente chacune un sujet particulier. Et ces sujets tous mis ensemble représentent des réalités qui touchent la planète de façon globale. Et à mon avis, le fait de classer ces sujets-là comme des sujets sensibles ou des sujets politiques, ça fait que nous sommes un peu complices par notre passivité un peu. C'est-à-dire le fait de ne pas discuter, le fait de ne pas ouvrir le débat sur ces sujets-là. Pendant ce temps, il y a des vies qui sont perdues. Pendant ce temps, il y a des femmes violées. Pendant ce temps, il y a des pays qui croupissent dans la pauvreté. Et voilà. J'aborde ces sujets pas de façon politique. À mon avis, c'est juste des faits de société qui nécessitent d'être dédramatisés. Parce que ça peut paraître lointain à cet environnement, c'est-à-dire à l'Europe ou à l'Occident, on va dire, mais d'une manière ou d'une autre, ça nous rejoint, ça nous touche. Et j'estime que pour prévenir certaines frustrations, notamment ici, par rapport à l'immigration, par rapport, on va dire, à l'économie en général, il serait important de parler de ces sujets avec humour, avec sérieux, peu importe, mais passer l'information de sorte à toucher les sensibilités et provoquer des actions, c'est-à-dire pousser les gens à être touchés et à se donner chacun du sien pour que les choses avancent. Alors, chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa façon d'appréhender les problèmes du monde. Et moi, j'estime qu'il faut voir tout ça de façon globale, c'est-à-dire les problèmes qui touchent l'Afrique, qui touchent l'Asie, c'est des problèmes qui rejoignent la France d'une certaine manière. Et dans un sens comme dans un autre, la France, l'Europe provoquent des ennuis aussi ailleurs. Donc voilà. Donc là c'est mon premier, ma première œuvre. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui a vu l'humour dedans. Je ne sais pas vous ce que vous voyez. Mais moi en fait oui, justement c'est une façon de dramatiser un peu une réalité qui est très réelle. En tout cas, je vais mettre une emphase sur ça. C'est-à-dire les pays sous-développés en général ont des potentialités qu'elles peut-être ne mettent pas en valeur ou n'exploitent pas. Et les pays entre guillemets développés se servent de cette faiblesse-là pour les exploiter. Et là, le texte qui va avec, j'ai dit, on n'a rien dit, on n'a rien vu. La faiblesse des uns fait la force des autres. Même quand cette faiblesse est juste l'incapacité à identifier et à mettre en application sa force intrinsèque. Donc, moi je me dis, d'un côté comme d'un autre, des forts et des faibles, à mon avis, il y a un équilibre qui doit se faire. Un équilibre pas forcément en termes de puissance, mais en termes de complémentarité. C'est-à-dire,
un équilibre respectueux. C'est-à-dire, on peut se servir des ressources minières d'un pays du tiers-monde, mais sans pour autant devoir recourir à la violence, à la barbarie, au pillage. Donc voilà. Après, je vous laisse développer chacun dans son sens. C'est des choses que vous savez. Donc voilà. Je ne suis pas politicien. Alors, là, j'ai juste dit ce que je pense de la femme. J'aime bien les femmes. J'aime ma mère, j'aime les femmes en général. Et femme du monde, mère des hommes. Elle pense le monde. Elle le porte dans ses entrailles et dans ses bras. Elle le nourrit de son sein et de sa sueur. Mais l'ingratitude et le mépris sont ce que le monde lui rend. Pourtant, elle ne se lasse de l'aimer. Là, en fait, j'ai essayé de... En fait, là, j'étais... c'est des choses que je vais vous dire, j'ai fait tout ça vraiment avec les moyens du bord. Et les conditions n'étaient pas forcément réunies. Donc, je faisais ce que je pouvais. Donc voilà, là c'est l'image en fait d'une femme qui n'est pas forcément identifiable en termes de race, donc c'est une femme. Et je ne sais pas ce que vous ressentez en voyant ça, mais moi, je vois une certaine pas inquiétude, mais un besoin d'attention. J'estime que la femme aujourd'hui a encore besoin d'un peu plus d'attention et de considération. En même temps, il y a une force et une détermination dans oui, votre portrait. C'est pour ça que je dis, ça dépend comment vous... Oui. Voilà. Alors, la temps qui court, je dis non, ça va être trop dramatique. Donc voilà, je suis un peu resté comme ça, un peu dans l'abstrait, mais voilà, c'est un village qui brûle, c'est une réalité très courante, actuellement surtout dans mon pays. Quand un groupe armé arrive, ils pratiquent comme ça. C'est-à-dire ils mettent le feu à un village et ils nous obligent à partir. Et voilà. Et le texte qui va avec, coupé de nos racines, voués à notre triste sort. Ils sont venus de nuit sans prévenir, tels des voleurs, pires des truands. Leur lâcheté et leur cupidité les ont hantés, tant si bien qu'ils n'ont rien pu faire de mieux que de nous prendre ce que nous avions de plus cher. Nos terres, nos villages, nos racines, notre histoire, notre existence. Voilà, je vous laisse finir. Alors, la suivante, c'est vraiment tel que moi je vois le monde politico-économique aujourd'hui. C'est-à-dire le rapport de force, la notion de la puissance. C'est comme ça que moi je le vois. C'est-à-dire, à cause de l'argent, on est obligé de tuer, on est obligé de vendre des armes, on est obligé de... Bon, pour se dire performant, envoyer des fusées, on est justement obligé de se servir de ressources minières, minérales, notamment, bon, je ne vais pas vous apprendre ça, qui servent à, je sais pas, fabriquer des fusées, fabriquer des armes sophistiquées, des missiles. Et tout ça, ça se fait en causant la mort dans certaines régions, ou, comme là par exemple, on est obligé de faire exploiter des ressources minières comme ça par la force. C'est-à-dire
on utilise encore l'homme aujourd'hui comme esclave pour pouvoir financer les avancées technologiques. Et à mon avis, c'est pas acceptable. Donc voilà, j'ai fait un saut comme ça. Le texte qui va avec: le chaos, le monde est un épouvantail. L'argent, le pouvoir, les performances technologiques, l'armement de dissuasion peuvent être pensés autrement que comme une exhibition de la brutalité, de la barbarie, de la méchanceté, qui ne sont rien d'autre que l'expression de l'ignorance et de l'étroitesse d'esprit la plus flagrante dans le chaos qui caractérise ce monde évolué. Donc là, vous voyez qu'il y a plus ou moins un contraste. On se dit qu'on est dans un monde évolué, mais on ne peut pas se comporter en homme évolué. C'est-à-dire on recourt à des pratiques que moi j'appelle basses. Je vous laisse finir. Alors, la suite, c'est le soldat abandonné. Je vais commencer par vous lire le texte. Tout système a une faille. Les superpuissants aussi laissent leurs plumes sur leur passage dévastateur. Ces plumes sont malheureusement parfois des pères de famille, des jeunes hommes promis à une vie tranquille et heureuse, à l'espoir d'une étreinte nuptiale. Donc là, j'ai peint un soldat qui a accepté de servir dans son armée, l'armée de son pays, et qui a été envoyé sur un front X et qui a trouvé la mort. C'est des choses normales pour un soldat, c'est-à-dire quand on s'engage, on sait qu'on peut un jour trouver la mort, mais à mon avis, c'est des choses qui encore peuvent être évitées parce que la plupart de ces conflits-là, où on envoie les soldats, comme vous le voyez, c'est des conflits qui sont pas nécessairement, qui ne valent pas forcément la peine. C'est-à-dire, il y a des manières autres que recourir à des conflits armés de résoudre les problèmes. Est-ce que tu penses qu'il y a des conflits qui en valent la peine? Dans des couples, par exemple, oui, je pense. Je crois que c'est pas des conflits armés, normalement. Oui, c'est pas armé. Parce que là, la question, elle est générale. Là, est-ce qu'il y a des conflits? Non, mais est-ce qu'il y a des conflits armés qui en valent la peine? Non, moi non, je pense pas. Bah, en même temps, contre une oppression, on vient se défendre. Hein, oui, mais pourquoi l'oppression? C'est justement ça la question. Donc voilà, en fait, c'est pas que je pense qu'on peut résoudre les problèmes comme ça de façon magique, mais je pense qu'on peut avancer. C'est pour ça qu'il faut absolument dédramatiser certaines questions, commencer à en parler comme ça, et puis les choses peuvent avancer. On ne peut pas tout résoudre, mais on peut au moins changer d'attitude. Et ça peut aller plus haut. Ouais. La suite, là c'est comme je venais de dire, c'est un individu qui est forcé à travailler dans une mine. Pas forcément parce qu'on l'a recruté, mais c'est aussi parce qu'il est obligé, il doit vivre. Mais en fait, c'est une forme d'esclavage parce qu'il n'a pas le choix. Il ne peut que faire ça, de par sa situation, sa condition. Pour vivre, il est obligé de faire ça pour moins d'1 euro par jour. Voilà. Le texte qui va avec ça, c'est une réalité très courante dans mon pays, notamment au Kivu, en Ituri. Si seulement nous avions le choix. Ils sont victimes de leur propre destinée.
Leur seul tort est d'être nés dans ces zones de conflit qui pullulent sur la planète. Pour cela, ils doivent encore aujourd'hui croupir sous l'esclavage politico-économique qui leur est imposé par le poids des contraintes du siècle présent, luttant contre leur instinct de survie. Donc voilà. Alors, la suite. On voit un avion qui survole, on va dire, une forêt. Et après, il y a un feu qui part de nulle part. Genre, il y a eu une explosion ou je sais pas quoi. Et pour moi, je voulais montrer qu'actuellement, dans mon pays, il y a des organisations qui cautionnent des trafics de minerais et sous des labels très respectés, très connus. Je ne vais pas les citer, mais prétend déplacer des produits pharmaceutiques, de l'aide alimentaire, mais dans ce transport-là, il y a des minerais qui sortent. Et d'où ça vient, vous voyez. Tu veux dire, c'est des bombes qui sont lâchées là? J'ai pas trop compris en fait. Non, en fait, là, c'est juste pour montrer que c'est une zone de conflit. C'est une zone instable. Ouais. Et ça, c'est juste un avion de transport. Un cargo. Les maîtres du monde. Quand j'ai parlé des organisations, justement. Qui veut peu. Personne plus que nous ne tient le monde entre ses mains puissantes. Ses mains puissantes, dont la dextérité ne connaît ni frontières, ni autorité, ni compassion pour combler nos moindres désirs. Donc voilà. En fait, ça, c'est juste un bras qui permet que là où on a organisé ça, il y ait ce pont-là pour voilà, construire les armes, fabriquer des fusées et tout ça. Vendre les armes aussi. C'est un minerai qui part en fumée, c'est ça? Non, ça c'est... Le minerai vient dans l'avion. C'est une zone de guerre, de combat. Ah, c'est aussi une zone. En fait, ça n'a rien à voir avec l'avion, mais c'est juste que la zone que l'avion survole, c'est une zone instable. Et justement, ces avions apportent les armes et repartent avec des minerais. Et la suite, là j'ai essayé de montrer comment j'imagine, comment je vois les hommes politiques africains. C'est des personnes qui forcément ne reflètent pas une image de méchanceté ou ils sont pas agressifs au premier regard. C'est des personnes normales qui essayent même de vendre une bonne image, mais qui en réalité causent l'enfer dans leur pays. Et le texte qui va avec l'explique peut-être mieux. Le dictateur auréolé, c'est-à-dire c'est un homme qui fait image de sainteté. Je suis l'homme, adulé, loué, vénéré, mais plus que tout, craint par mon peuple et mes pères. J'incarne l'autorité suprême, la noblesse et l'opulence. Cela, oui tout cela, grâce à la toute sainte communauté internationale. Justement, c'est ça le drame dans tout ça, c'est que on parle des dictateurs aujourd'hui, on les condamne, on les accuse de tout, mais ils sont couverts, ils sont protégés. Et justement parce qu'ils servent et cautionnent les forfaits des puissants. Voilà. Son auréole, elle n'est pas toute nickel. Hein. Oui.
C'est un peu de l'humour, mais bon. Ouais. Voilà. Alors la suite, là j'ai essayé de parler un peu des drames comme d'habitude, mais liés à la nature. Là on voit un éléphant dépourvu de ses défenses, décédé, et avec des moutons qui s'apprêtent à se charger de la charrue. Voilà. Voilà, le texte qui va avec. Au prix de mes défenses, ils m'ont donné la mort. Ma taille pachydermique n'aura pas suffi à dissuader ces humains qui n'ont d'animal que leur pensée. Me prenant la vie, en plus de mes défenses, qui finiront comme ornement ou parure, tout aussi éphémères qu'oiseux à leurs yeux avides. C'est-à-dire pour juste un besoin d'ornement, on décime des espèces qui finissent très souvent en disparition, ou en voie de disparition. Et on peut se priver de ce luxe, à mon avis. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais à mon avis, on n'a pas besoin de tuer des animaux juste pour arracher des morceaux d'eux pour en faire décorer nos maisons. Voilà. Tout ça, c'est pas méchant, hein. Donc c'est comme j'ai dit au début, c'est des sujets qui doivent être abordés. Et moi, j'en parle parce que c'est une nécessité, je ne peux pas me taire. Là, on voit une femme qui a connu un drame. Dans le cas présent, c'est un viol. Et on voit même son bourreau derrière. Bon, vu que c'est une peinture, chacun peut la voir à sa manière, mais je l'ai peint dans cet esprit-là. Parce qu'on sent qu'il y a un déchirement, il est un peu dénudé. Donc voilà. Le texte qui va avec. Profaner. Mon opinion, mon état, ma vulnérabilité ne sont rien quand, face à la faiblesse du sexe fort, je suis vu comme un simple objet de plaisir ou encore un butin de guerre. En fait, ça c'est une réalité très courante dans mon pays. C'est-à-dire, on utilise le viol un peu comme une arme. C'est-à-dire, on terrorise des communautés. On arrive dans un village, il y a des viols collectifs. C'est-à-dire, on rentre dans une maison, quel que soit l'âge, grand-mère, mère, petite fille, elles sont violées devant leur membre de famille. Et en fait, c'est une manière de créer une scission dans la cellule familiale, parce que après ce passage-là, il n'y a plus la structure est brisée. C'est-à-dire la femme n'a plus sa place, elle n'est plus considérée déjà par la société, mais aussi par elle-même parce qu'elle a connu ce drame qui la traumatise forcément. Et au-delà de ça, il y a des femmes qui sont aussi enlevées et prises comme esclaves sexuelles. C'est-à-dire qu'ils sont amenés par des troupes armées et qui servent d'objets sexuels. Sur tout leur parcours, ça peut durer très longtemps. Donc voilà, il y a des cas, il y a des gens qui ont témoigné, mais c'est des choses qui ne sont pas malheureusement dites, pas trop dans la presse, mais bon. Alors là, la suite, d'un point de vue technique, là je suis allé un peu dans l'abstrait, mais en fait ce que je voulais exprimer là, c'est une réalité qui est très fréquente, un peu comme là.
En fait, là, je veux juste montrer l'arrachement d'une personne ou d'un groupe de personnes à leurs racines. C'est-à-dire, je voulais vous montrer un peu ce qui est un point de départ d'une fuite, d'un départ, d'un exode. Le texte qui va avec. Les autres se lamènent. Nos ancêtres nous ont raconté que le sol était notre seul trésor. Nous avons appris qu'un trésor était enfoui dans notre sous-sol. Dès lors, le sol et ce qu'il contient nous est pris. Et sauf qui peut. Voilà. Alors, la suite, ça c'est un peu... c'est un peu la fiction, mais c'est une réalité, c'est-à-dire il y a des gens qui ont eu à expérimenter des conditions comme ça, c'est-à-dire le désert, la marche dans le désert. Nous le savons, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui ont dû affronter le désert pour arriver en Europe, en France par exemple, en Italie. Moi, je l'ai peint un peu dans la fiction, mais j'ai essayé de mettre ça un peu dans une certaine réalité, vu que c'est des choses que certaines personnes ont vécues. Le texte qui... Et là, on a un mirage en fait. La ligne d'horizon, c'est un mirage. C'est-à-dire, dans le désert, en marchant, j'ai jamais expérimenté ça, mais je sais que avec la fatigue et l'insolation, on a parfois des apparitions, c'est-à-dire on peut voir quelque chose qui a rapport avec ce qu'on essaie d'atteindre, mais qui en fait n'est rien quand on arrive. Voilà. La marche dans le désert. Le voilà qui pointe au loin, ce lieu tant convoité, depuis le temps que nous errons pour notre survie, tournant le dos à notre passé. Nous laissons au passage une traînée de moribonds, pour qui ce rêve aura été trop beau, trop grand, mais qui, pour nous, ne sera finalement qu'un grand et beau mirage. Voilà. C'est-à-dire ceux qui ont la chance d'arriver à destination se rendent compte que c'est un mirage comme là, mais dans la réalité, ça c'est le cas de le dire, il y a beaucoup de jeunes gens qui pensent que l'Europe c'est un paradis. Mais moi particulièrement, quand je suis arrivé, je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout. C'est juste un monde. Voilà. La suite. Là, c'est la Méditerranée. Vous savez sûrement. Bon, là, j'ai essayé de décrire une situation qui, à mon avis, qui moi en tout cas me révolte. C'est-à-dire, on voit on va dire un marin qui est à proximité de ces embarcations, mais bon, je ne sais pas trop comment ça se passe. J'ai entendu des histoires, les gens m'ont raconté, mais je crois qu'il y a un temps entre le moment où on les a identifiés et le moment où il faut intervenir pour leur venir en aide. Il y a un temps qui s'écoule, mais qui cause la vie de quelques personnes. Et pour moi, c'est révoltant. Dès l'instant qu'on les a vus, qu'on les a repérés, il faut tout de suite venir en aide parce que pour eux, pour certains, c'est un aboutissement d'un parcours, d'un voyage. Mais c'est triste qu'en se disant ça, il y en a qui doivent encore mourir en ayant vu leur salut, on va dire ça comme ça, de leurs yeux, mais ils doivent quand même mourir
pour peut-être un protocole ou je ne sais pas très bien comment ça se passe, mais moi, à mon avis, ça ne va plus pas se produire. J'ai vu des vidéos, c'est affreux. Puis le cadrage là, de ta peinture, elle montre vraiment la supériorité du capitaine Oui, et oui. c'est lui qui a le pouvoir, quoi. Et là, je le dis bien dans le texte, sauve-toi si tu peux. Entre eux et nous ne subsiste que quelques mètres ou dizaines de mètres nous séparant. Pourtant, seuls les plus chanceux et téméraires sauront gravir les quelques marches d'humanité pour nous atteindre, nous et nos faveurs. C'est-à-dire, moi, je considère que, justement, cette attitude de supériorité, c'est une façon de dire, c'est pas encore des humains, quoi. On peut les laisser. Donc, ils doivent fournir un effort supplémentaire pour être traités en tant qu'humains. C'est triste, mais c'est une réalité. Alors, la suite, le génocide. En fait, là, d'un point de vue technique, j'étais parti sur une idée. J'avais en tête de peindre un personnage, mais qui ne serait pas forcément un visage humain. Parce que je ne voulais pas associer ça à un groupe ethnique ou à des individus en particulier. Donc j'ai fini par faire un masque et j'ai essayé un peu de dépersonnaliser les membres et tout. Mais en fait on voit que c'est une personne. Et c'est quoi? C'est une banane qu'il a sur la tête? Non, c'est pas une banane, c'est une machette. Voilà, c'est que ça en fait. Je voulais un peu dédramatiser ce sujet parce que pour moi c'est très violent. C'est très violent. Oui, c'est très violent. Tuer l'homme de cette manière-là, c'est affreux. Vous avez entendu parler du Rwanda, Ouais. parce que ça a été médiatisé, mais actuellement, dans mon pays, il y a, je ne sais pas dire combien de millions, mais il y a des gens qui ont été tués de cette manière-là depuis, on va dire, 98. Et ça, c'est vraiment, ça passe sous silence pour des raisons économiques, politiques. Donc voilà. Et le résultat, c'est celui-là. J'ai fait la dernière retouche ici, sur place, le mercredi dernier. Je ne suis pas très satisfait, mais bon, toutes les personnes qui ont vu m'ont dit c'est bon. Il est hyper fort. Ça me fait penser au tableau de Munch, le Oui, oui, j'ai vu ça, mais je n'ai pas pensé à ça. Ouais, mais il y a quelque chose. Ah oui. Ouais. Donc voilà. Le texte qui va avec, le génocide. À mort, coupable, la vie est un luxe pour eux. Il n'y a guère à cette place ni d'oxygène pour nos deux espèces sur cette terre. Disparaissez, car vous rendez la nature imparfaite. Ça, en fait, c'est ce que les génocidaires pensent. Et ça peut paraître dur comme ça, mais je crois qu'on a tous une part de, on va dire, de xénophobie un peu. À des degrés différents, mais c'est humain. Mais c'est pas bien. Alors, la dernière, l'énergie vivifiante. En fait, là, j'ai juste essayé de montrer que, au-delà de tous ces drames, on est encore vivant et tant qu'on est vivant, on peut bien faire les choses. Et chacun peut saisir une occasion à son niveau, à sa manière, de faire bien les choses. Dans quelques domaines que ce soit. En fait, là, j'essaie de représenter une image qui sort du ténèbre. Qu'est-ce que j'ai dit? Une lumière qui sort du ténèbre et qui vient illuminer une sorte de végétation
qui pour moi représente l'humanité. Vous voyez, il y a des couleurs différentes. Et donc, ces arbres-là ont l'air desséchés. Mais l'idée, c'est que s'ils arrivent à capter cette lumière, ils peuvent renaître de leur assèchement. Et donc voilà, j'ai dit l'énergie vivifiante. Du plus profond de l'obscurité, du néant, jaillit une lumière porteuse d'espoir et d'énergie. Cette forêt desséchée, qu'est l'humanité, n'aura attendu que trop longtemps pour enfin renaître et revivre. Si seulement elle parvient à la capter, la lumière, à la manière d'une photosynthèse de mœurs et de pensées. Voilà. Ah. Merci pour tes commentaires. Oui, et au plafond. Oui, c'est ça justement, c'est à ça que je veux. En fait, là, j'ai juste fait travailler les enfants du cadavre Perleval. Je leur ai juste donné 2 thèmes, la joie et la peur. Parce qu'à mon avis, vu que c'est des enfants issus de l'immigration, donc c'est-à-dire ils ont chacun, à mon avis, a un parcours particulier. Et je me suis dit que pour certains, la joie peut représenter le futur. Pour d'autres, la joie peut représenter le passé, pour ceux qui ont eu peut-être une enfance aisée. Et pour d'autres, vice-versa en fait. La peur peut représenter le futur, pour ceux qui ont connu une enfance comme lui, peut-être. Il peut peut-être avoir peur du futur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Bon, j'ai mis ça dans la tête des enfants et je les ai laissés s'exprimer. Et chacun a pris son petit coin. Là, il y a une petite Marjane, originaire d'Iran. C'est la fille de... qu'est-ce que j'ai dit? Baran, la fille de Marjane. Elle a fait ça. Bon, elle est tranquille. Elle a dit I love my mom. I love my mom. La peur, en tout cas, j'ai rien vu dans son coin et rien. La joie. Il y en a qui m'ont fait des petits monstres. Des monstres. Il y a une particulièrement, elle s'appelle Rose. Sur tous ses dessins, elle a commencé par la joie et après elle a fini par la peur. Je ne sais pas pourquoi. Là, elle a commencé, elle m'a fait une jolie fille, un visage de fille, peint en rose. Et quand je suis arrivé, je lui demande c'est quoi? Et non, c'est la joie. Et j'ai vu que c'était une fille, le visage d'une fille. Et puis bon, elle m'a expliqué. C'est une fille dans une forêt et elle a peur de la forêt. Après, je suis revenu, j'ai trouvé qu'elle a ajouté un loup. Mais le visage de la fille, c'est devenu un quoi? Un cyclope, je sais pas. Voilà, bref, un monstre. Bon, je sais pas si c'est quelqu'un qui a des changements d'humeur ou qui revient sur... Bon, bref, elle a commencé par la joie là, et là aussi elle a commencé par la joie. Elle m'a dit, c'est un visage d'un monsieur. Moi au départ, quand elle a commencé, je pensais que c'était son papa. Bon, après, elle a changé les traits. C'est devenu un truc un peu... je ne sais pas ce que vous voyez, mais... Après, elle m'a dit c'est la peur. Après, il y a une petite Fatoumata qui m'a fait ça. Je lui demande c'est quoi? Elle me dit là c'est moi, sur mon lit. Et après, il y a un truc qui apparaît dans ma chambre, un monstre. Et puis là, je crie. Ah. Donc là, j'ai peur. Il y a une petite Michel. Elle peint toujours ce même visage. Chaque fois, je l'ai eu plusieurs fois dans des ateliers de dessin. Elle peint toujours le même visage. Je ne sais pas si c'est une représentation d'elle-même, mais voilà. Une fille qui a son visage à moitié coupé par sa chevelure. Moi, je vois ça un peu comme une forme de timidité. Ou de voile.
peut-être de quelqu'un introverti, peut-être. Bon, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? Il y en a qui m'a... Celle qui m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a dit c'est un gâteau. Au chocolat. Un gâteau. Un gâteau. Il y a un garçon, Issa, il m'a fait le drapeau de la joie. Et il y en a une qui s'est énervée après son dessin. Elle a dit... Et c'est Tatiana, elle est d'origine de Colombie. Et bon, voilà. C'est beau un monde. Hein, c'est beau C'est quand beau même. un monde. Ah oui, Une variété. ça rassemble beaucoup de choses, beaucoup d'expressions. Mais c'était le fait de les voir travailler, moi ça m'a beaucoup appris. Une chose, les enfants ne font pas de politique. Parce que moi avec ça, je m'attendais à voir des armes, je m'attendais à voir des scènes de guerre, mais rien. Toi, tu dis que tu fais pas de politique, mais tu fais beaucoup de politique. Dans ta Ouais. voiture. Donc en fait, je pensais que les enfants pouvaient faire comme moi, c'est-à-dire juste dire les choses qu'ils ont vues, mais qui est très à la politique, c'est-à-dire des scènes de guerre. Bon, ça m'est quand même arrivé, mais après, il y a un petit garçon il parle russe, je ne sais pas exactement, sa mère est russe, son père... Peut-être c'est un Ukrainien, non? Non, son père est d'origine, je crois, Tadjikistan ou quelque chose comme ça. Mais sa mère est russe. Lui, je l'ai eu dans un autre atelier après. Ben, lui, il m'a justement dessiné une scène de guerre. Donc là, il n'était pas là. Mais après, il m'a fait une scène de guerre. Ils ont quel âge ces enfants à peu près avec qui tu Entre... travailles là, c'est 14 à 8. Mais dans l'atelier dont je parle, c'est 12. Et le petit garçon en question, David, il a 10 ans peut-être, ou 9 ans. Lui, il m'a peint une scène de guerre. C'est quoi ton objectif quand tu travailles avec les enfants? Bon, en fait, j'ai eu une mission. Là, c'était juste les faire parler. Je voulais voir un peu comment ils voient le monde. Et ça, je l'ai fait comme ça. Mais après, il y a une dame, Sophie, qui tenait un atelier dans la maison des associations à Père-Leval, qui m'a confié la mission justement de continuer son œuvre parce qu'elle a quitté là où elle habitait, Saint-Stier, qui a trouvé un emploi dans le sud de la France. Donc là, je n'ai pas d'objectif comme particulier, c'est juste un travail que je fais. Mais moi, personnellement, ça me plaît de voir les enfants s'exprimer. Je trouve qu'ils disent des choses intéressantes. Peut-être pas dans la forme qu'on veut, mais surtout à les voir travailler, ça apprend beaucoup. Et puis les enfants du Canada, ils ont vraiment besoin de s'exprimer parce qu'ils ont très peu de moyens d'expression. Et ces ateliers de peinture, Michel Davex, on avait fait avec eux, c'est incroyable parce qu'ils sont... c'est un espace d'expression formidable, où on ne leur demande pas de parler. Donc ils n'ont pas à témoigner de quoi que ce soit, mais en fait ils le font en dessinant. Puis le geste, c'est tout autre chose que la parole. C'est super important pour eux, même les tout petits. Et ils n'ont pas beaucoup de temps pour ça. Après, je me demande si ce serait pas intéressant de justement pouvoir aller un tout petit peu plus loin en peut-être certaines choses qui sont sorties en allant jusqu'à les brûler pour les remplacer par autre chose, tu vois, pour faire un nouveau plan, quoi. Ouais. Est-ce que ce serait pas quelque chose qui pourrait aussi libérer Je sais pas, parce que quand ils dessinent, les enfants, ils n'ont pas du tout envie qu'on brûle ce qu'ils ont dessiné. Au contraire, ils sont vachement fiers de leurs dessins, ils ont envie de les avoir, ils ont envie de les garder. Pour eux, c'est hyper important. C'est aussi important de les sortir que de les garder après. Moi, je me rappelle, ils voulaient vraiment les garder quand c'était sur des petites feuilles. Non, je suis pas sûre que... Je sais pas, puis bon, c'est peut-être pas le travail des artistes de faire un travail thérapeutique comme ça.
le travail, il se fait comme ça. Et pour en revenir à vos propres peintures, Oui. Puisque ce sont les toutes premières que vous Oui, faites, les toutes premières. à quelles images, entre disons, votre naissance et le moment où vous avez commencé à peindre, Oui. à quelles images vous avez eu accès? Ah, Bon. particulièrement. Bah, Personnellement, vous comprenez ce que est-ce que vous alliez à des cours d'art plastique? Est-ce que vous alliez dans des musées? Comment tout d'un coup on sort des peintures, hein? C'est généralement parce qu'il s'est passé quelque chose avant, oui. qu'on a vu des choses, qu'on a vu des peintures des autres. Bon, moi, personnellement, déjà, j'aime la peinture. J'aime tout ce qui est l'art, les arts plastiques. Mais c'est justement ça ma question. Oui. Comment vous y avez eu accès, quand et où? Ce que je veux dire, en fait, c'est que j'ai pas eu un accès très libre ou permanent. C'est-à-dire ponctuellement, comme ça, moi, la dernière fois que j'étais dans un musée, j'étais très petit, hein, à l'école, je m'en souviens même plus. Si, je m'en souviens, parce qu'il y avait des choses qui m'ont marqué. Mais c'est pour dire que j'ai pas, en tout cas dans mon parcours, j'ai pas forcément eu un accès à tout ce qui est art. Mais j'avais cette tendance à dessiner quand j'étais tout petit. Et puis je faisais même des petites BD entre 8 et 9-10 ans. Et c'est tout ce que je garde. Bon, j'ai aussi fait un peu de la céramique parce que j'avais des amis qui bricolaient de l'argile. Et j'ai fait des petits trucs, des petits canards, des gorilles, des trucs comme ça. En tout cas, de là à maintenant, je peux dire qu'il ne s'est rien passé. À part qu'à l'université, j'ai fait du dessin technique qui n'a rien à voir avec ça. Oui, mais quand même. Mais donc, quand Stéphanie m'a donné mes premiers outils, c'est ça qui en est sorti, et ainsi de suite. J'avais jamais vraiment manipulé un pinceau au fin de faire une peinture. Mais vous aviez déjà des images mentales? Oui, parce que je suis vraiment observateur. Oui, oui. J'observe beaucoup. Justement à cet âge-là, j'étais capable de faire des portraits. J'étais capable de reproduire des visages. Et voilà. Peut-être c'est un don, peut-être c'est... Et puis des images, il n'y en a pas que dans les musées, enfin, il y en a partout. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que je dis que je suis un grand enfin, observateur, c'est-à-dire j'observe tout, la nature, les chiens, et j'ai beaucoup d'images, c'est-à-dire j'ai pas besoin forcément d'avoir un modèle pour faire quelque chose. Et les textes, ils venaient après les images, avec les images Les textes, en fait, c'est juste l'idée que j'avais en peignant, mais que j'ai écrit il y a 2 jours. D'accord. Ah oui. C'est toi qui as écrit tous les textes Oui. Après. Pour un peu mettre quelque chose sous chaque image et expliquer. Il y a 2 jours. C'est Isabelle d'ailleurs qui m'a dit non, vas-y, il faut faire vite aussi. C'est vendredi. Jeudi soir. Bravo. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Parlez-en. Tu exposes jusqu'à quand? Jusqu'à demain.